Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 4 mars 2023 pour l'épisode numéro 21 des Infos du Temps. Alors dans cet épisode numéro 21, j'aimerais me focaliser plus particulièrement sur ce qu'il va se passer durant la première quinzaine du mois de mars. Comme vous le savez, depuis le 1er, nous sommes entrés officiellement dans le printemps météorologique qui va durer 3 mois, mars, avril et mai, avec les journées qui rallongent, les températures qui remontent, alors ça dépendra des centres d'action et de leur position, mais globalement, dans l'atmosphère, on va retrouver des températures de plus en plus élevées, et il va y avoir une conséquence que j'ai remarqué là récemment en regardant GFS sur le vortex polaire, ce qui est tout à fait normal. J'ai appelé ça, alors, ne cherchez pas à me dire pourquoi ou comment, j'ai appelé ça l'hibernation estivale du vortex polaire. C'est-à-dire qu'un peu comme les ours qui hibernent en hiver, qui rentrent dans leur taverne et qui se couchent et qui dorment pendant je sais pas combien de mois, et ben là vous allez avoir le vortex polaire qui va rentrer en hibernation. Il va s'affaiblir, il va se réduire, il va s'affaiblir, il va diminuer en puissance, en intensité, et il va se résorber au fur et à mesure que le printemps va avancer au fil des semaines. Et ça va se voir déjà dès la semaine prochaine, notamment ici sur le modèle GFS, avec une quasi-disparition, si on peut dire, pas totale, hein, mais une quasi-disparition du vortex polaire, puisque celui-ci ne sera plus alimenté par les masses d'air froides de l'hiver, puisque l'atmosphère a commencé à se réchauffer. C'est pas pour autant que parce que le vortex polaire va disparaître, que toutes les dépressions vont disparaître d'un seul coup. Je rappelle quand même que les zones intersaisons entre hiver, printemps et été sont souvent les plus chaotiques niveau météo, parce que comme le vortex polaire s'affaiblit, le jet stream ne va plus avoir de fil directeur pour le guider et ça va commencer à jouer au yo-yo avec des montées et des descentes un petit peu dans tous les sens, avec possiblement les premières dégradations orageuses, on va y mettre de côté sans vraiment détailler, qui pourraient se faire sentir, je pense, très tôt d'ici mi-mars voire fin mars. Hein. Déjà qu'on a eu des orages en janvier, je pense que ceux de cette année vont revenir vraiment très vite. Donc sur le plan des centres d'action, ça donne ça. Vous allez avoir ici deux mastodontes qui vont s'affronter dans les prochains jours. Un complexe dépressionnaire positionné ici entre le nord de l'Europe, donc ça flirte avec les îles britanniques, le nord de la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, Suède, Norvège, les pays scandinaves ici, Estonie, Lettonie, Lituanie, toute la zone nord russe. Et vous allez avoir de l'autre côté ici un mastodonte anticyclonique qui va prendre naissance dans le courant de la semaine prochaine et qui va englober plus de 70%, je ne sais même pas si c'est pas 80 voire 90% du continent nord-américain, quasiment de l'Alaska jusqu'au Mexique, jusqu'à la Floride, en remontant quasiment jusqu'à l'est du Canada. Canada-Québec, c'est juste pour vous dire la taille du délire. L'anticyclone, il est immense. Clairement, l'anticyclone, il est vraiment immense. Il fait plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. C'est aberrant, vraiment aberrant. Et cette situation n'est-elle pas le reflet de notre vortex polaire actuel? Nous avons, ici, en ce 4 mars, modélisé deux noyaux, tel un engrenage avec deux roues dentées. Un cycle en mouvement horaire, qui tourne près du pôle, et un cycle en mouvement anti-horaire qui tourne côté russe, avec au milieu du coup un flux un peu est-nord-est. N'avons-nous pas ici sur les centres d'action modélisé exactement la même chose avec un système anticyclonique monumental qui tourne en sens horaire sur le continent américain jusqu'au Groenland, d'ailleurs où ils ont un anticyclone très puissant, et au contraire, un mouvement anti-horaire qui tourne ici entre la Russie, l'Europe du Nord, le nord de l'Europe, en flirtant quasiment jusqu'à l'Europe du Sud-Sud-Ouest. Hein. C'est pas très loin, vous allez voir que ça va se jouer à pile ou face. N'avons-nous pas donc le reflet exact des deux centres d'action qui s'affrontent? Et cet affrontement va durer une petite semaine, avec ici la France qui va se retrouver un petit peu pris entre deux eaux, avec d'une part ce complexe dépressionnaire qui va tenter de pousser des flux de nord à nord-est froid via les blocages anticycloniques qui se positionnent ici sur le Groenland et le nord de l'Amérique. Du coup, les dépressions par conséquence coulent du nord vers le sud-ouest et non pas de l'est
de l'ouest vers l'est, excusez-moi parce que ça c'est la côte est, mais ça va de l'ouest vers l'est, c'est-à-dire qu'en temps normal, quand le vortex tourne correctement, on a des dépressions qui se forment côté canadien, ça traverse le Québec, ça s'évacue en direction de l'Atlantique Nord, en direction du Groenland, de l'Islande, et ça forme des tempêtes dans cette zone. Et bah là, actuellement, on a tout l'inverse. Les dépressions se forment plutôt côté Russie, descendent vers la mer du Nord, contournent les cellules anticycloniques du Groenland et descendent en direction de l'Europe par le nord et le nord-est. Pour l'instant, semblerait-il que cette situation se bloque, il n'y ait pas vraiment de descente d'air froid. Vous allez voir que les modèles sont réticents à vouloir nous faire descendre ces dépressions plus bas. De base, on va dire, il y a quelques jours, il était possible qu'on ait encore des décrochages d'air froid, mais visiblement, les dernières actualisations ne penchent pas vraiment en cette faveur. Revenons-en à nos moutons. On a donc notre cellule anticyclonique, sens horaire, et notre cellule dépressionnaire anti-horaire. Et regardez ce qui va se passer côté du vortex polaire. Le mouvement horaire va persister, tandis que le mouvement anti-horaire va s'affaiblir, voire quasiment disparaître. Et au fil des jours et au fil des semaines, regardez ce que va faire notre vortex polaire. Il va se casser la gueule. Il va disparaître. Les fameux noyaux d'affrontement qu'on a eu durant l'hiver vont disparaître au fil des jours et au fil des semaines, à un tel point qu'ils vont carrément totalement disparaître de la surface du globe pour la mi-mars. Ça reste à voir, mais en tout cas, vous pouvez voir que globalement, le vortex polaire, il va rentrer, ça y est, officiellement, en hibernation. C'est-à-dire que l'activité du vortex polaire va diminuer, c'est tout à fait normal, ça se produit chaque fois, chaque année, donc il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas à paniquer, c'est tout à fait normal. Cependant, ce que j'aimerais étudier, c'est l'impact, puisque je n'y ai jamais pensé et j'ai jamais étudié ce paramètre, c'est l'impact que ça va avoir sur le positionnement et la puissance des centres d'action, leur déplacement, leur manière de se comporter et ce que ça va faire sur le long terme. Donc déjà, on voit que ce fameux noyau ici horaire va nous apporter temporairement un temps un petit peu plus frais sans être excessif sur une partie de l'Europe. Alors vraiment, là, il n'y aura que l'Europe du Nord qui sera influencée par des gros systèmes dépressionnaires et du gros froid. Hein. Je pense Islande, Norvège, Nord-Pologne, Nord-Allemagne. Toute cette zone ici va avoir vraiment grosse descente d'air froid. Nous, on sera en marge, on sera en partie protégé. Et à l'inverse, de l'autre côté, côté continent américain, on voit très bien, regardez, cet énorme anticyclone de plusieurs dizaines, j'ai envie de dire dizaines de milliers de kilomètres de diamètre qui s'étend quasiment sur tout le grand nord américain entre... Ouais, pour ainsi dire, si on regarde les isobars, hein, sa limite c'est la Floride, ici les départements du Kansas, ça part jusqu'aux Rocheuses de la Californie, il y a une petite dépression à 1010 là par là, et ça remonte en direction du nord du Canada, quasiment jusqu'au pôle et au Groenland, avec ici un autre anticyclone qui d'ailleurs se positionne et bloque toutes les dépressions, tous les systèmes dépressionnaires qui voudraient passer de l'autre côté. Donc on voit très bien ici qu'on a les deux mouvements qui s'affrontent, avec d'ailleurs un anticyclone absolument démentiel à 1070 du côté du Groenland, c'est absolument aberrant, et des dépressions à 990, même 960, qui se baladent tranquillou, là, pépère, de l'autre côté, entre l'Atlantique et l'Europe du Nord. Cette situation va rester bloquée une partie de la semaine prochaine, enfin même quasiment toute la semaine prochaine, et regardez par la suite. Affaiblissement de la cellule anticyclonique en direction de l'Amérique du Nord, zone un peu de marée barométrique côté européen, on est un peu entre deux eaux, alors on aura un peu plus l'influence de l'anticyclone que des dépressions, hein. L'anticyclone aura tendance à un peu plus remonter, d'ailleurs au fil des jours, hein, il remonte de plus en plus sur les actualisations. Voilà, c'est pas pour vous faire peur au niveau de la sécheresse, mais pour l'instant c'est pas forcément bien favorable, même si la suite semble pointer que l'humidité puisse revenir. Et là, on voit, à partir de la mi-mars, que le vortex reprend un mouvement anti-horaire global. Et ça, regardez, ça correspond bien au retour progressif du mouvement anti-horaire du vortex polaire. Alors, le mouvement anti-horaire ne sera pas aussi actif qu'en plein hiver, mais on voit très bien que le retour ici du mouvement anti-horaire avec la mort du petit noyau horaire va remettre en place progressivement le vortex dans son mouvement initial d'ouest en est. Ah, attends, chaque fois je dis est parce que je regarde la côte est des États-Unis, mais
d'ouest en est. Voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on voit très bien le lien de cause à effet entre la mort progressive de notre vortex polaire et les centres d'action qui vont commencer à partir un petit peu dans tous les sens. Donc pour la semaine prochaine, il y a des incertitudes qui persistent. Alors attendez, on va revenir. Qui persistent concernant ce décrochage. Semblerait-il que les dernières actualisations ne soient pas favorables envers un décrochage polaire en direction de l'Europe, hein. Alors plus particulièrement l'Europe centrale, l'Europe du Sud, on serait en marge. En revanche, pour la suite, il y a des incertitudes concernant le rétablissement du courant atlantique. Avec le changement progressif justement des centres d'action, il est prévu normalement via la ceinture de vent stratosphérique qui reste active. Hein. Il n'y a pas le choix, ça j'ai envie d'en parler parce que regardez, il n'y a pas le choix. Ici vous avez la ceinture de vent stratosphérique qui sépare ici les deux zones équatoriales. Vous avez ici l'équateur avec la ceinture de l'hémisphère nord qui tourne dans ce sens et la ceinture de l'hémisphère sud qui tourne dans l'autre sens. Donc cette ceinture-là va rester active, elle va continuer à alimenter le jet et les systèmes dépressionnaires jusqu'à la fin du printemps. Mais en tout cas, concernant ce qui va se passer en direction du pôle et vraiment ici centré sur les hautes latitudes, là pour l'instant c'est pas trop, ça va être hésitant. Je pense que ça dépendra de ce qui se passera un petit peu plus au sud. Peut-être que les dépressions seront tentées de plus monter, plus descendre. Pour l'heure, je sais pas, ça sera étudié, je sais pas encore quelles vont être les conséquences, mais ça sera quelque chose, je pense, de très intéressant à voir dans les prochaines semaines. Donc on voit bien ici, voilà, qu'on va récupérer petit à petit, progressivement, notre flux atlantique, puisque là, pour l'instant, vous voyez, on était plutôt, on va revenir encore une fois, voilà, on était plutôt soumis ici à un flux de secteurs, alors pour une partie de l'Europe, secteur nord à nord-est. Nous, on est un peu entre deux eaux, vous voyez, on est un peu anticyclonique et dépressionnaire en même temps, on sait pas trop. Alors il semblerait que le nord de la France soit dans la zone de conflit entre l'air froid qui essaye de descendre et l'air un peu plus doux qui commence à remonter par le sud. Ça sera à voir, pour l'instant je vais pas détailler ça parce que c'est vraiment pas fiable, ça commence à parler de neige d'ailleurs dans certaines modélisations, notamment sur le nord de la France et la Belgique, des épisodes de neige qui sont modélisés. Avec un conflit de masse d'air, vu qu'on aura de l'air doux qui va remonter du sud et de l'air froid qui va essayer de bourriner par le nord, bah forcément entre les deux ça va donner de la neige. Ça sera à voir, pour l'instant pour moi c'est pas encore joué, hein. Vraiment c'est pas encore joué, on voit très bien ici que les dépressions, ça se voit parfaitement, glissent à l'est du Groenland et non pas à l'ouest. Voilà. En temps normal, si on avait eu un noyau dans le sens anti-horaire dans cette zone-là, on aurait eu des systèmes dépressionnaires qui auraient eu tendance à circuler de l'Amérique vers l'Atlantique en direction de l'Europe, qui auraient contourné le Groenland par son flanc ouest, sud et est. Et là, on a tout l'inverse, ça contourne par son nord, est et sud, avec un énorme anticyclone qui du coup bloque absolument tout côté américain. Un cyclone à 1055, à part ça, tout va très bien. Un machin, il fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, c'est génial. Donc pour la semaine prochaine, ça va être plutôt d'étudier ce qui va se passer concernant le positionnement des centres d'action via la mort du vortex polaire. Et par la suite, c'est d'essayer de voir comment vont réagir les centres d'action une fois qu'ils n'auront plus le fil directeur du vortex polaire. Essayer de voir si le rail, ici la ceinture qui reste active va encore nous influencer dans le courant du mois de mars. Alors normalement, je dirais que oui, ça me paraît logique. Normalement, la ceinture qui reste active toute l'année au niveau de l'équateur devrait encore pouvoir nous donner quelques petits à-coups hivernaux. Allez, peut-être 2-3 entre mars et avril, mais c'est pas sûr. Hein. Franchement, c'est pas sûr. Vu déjà la synoptique qu'on a eu cet hiver où il s'est pas spécialement passé grand-chose, je pense pas que la ceinture puisse nous apporter vraiment de grands changements. Si ce n'est quand même le retour de la pluie. Voilà, on voit très bien ici avec le mouvement qui revient, hein, d'ailleurs on voit très bien ici avec les pluies qui s'accumulent, on voit que le mouvement anti-horaire se rétablit avec le retour des rivières atmosphériques temporairement. Oula, ça c'est des orages. Waouh, côté américain par contre, waouh, ça je pense que c'est des orages. Et donc voilà, on a une rivière atmosphérique qui va se rétablir et possiblement du coup le retour de la pluie en France. C'est une bonne nouvelle, hein, franchement c'est une bonne nouvelle parce que là de la pluie on en a besoin. Alors c'est chiant parce que oui il pleut, mais on en a vraiment besoin. Vraiment on en a besoin de cette pluie parce que ça devient vraiment infernal. Il pleut pas, c'est sec, c'est horrible, la terre elle craque et tout, donc ouais. Il neige pas, il pleut pas, il n'y a pas de vent, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? J'étais obligé de me déplacer à Valence pour filmer du vent, c'est vous dire tellement il ne se passe rien, tellement je suis désespéré, j'étais obligé de me déplacer à Valence pour faire une vidéo.
Enfin, il y a un moment, je sais plus quoi dire. Il y a un moment, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Donc ça donne ça. Le retour de la pluie ne se fera que à partir du milieu de la semaine prochaine. Ça sera progressif. Avec ici, on voit bien le conflit avec de l'air humide et doux atlantique qui va arriver, qui va essayer de bourriner un peu l'air froid qui se positionne sur l'Europe du Nord, et ça va donner de la pluie et possiblement de la neige jusqu'en plaine, selon la zone du conflit qui pourrait normalement se situer entre l'extrême nord de la France et la Belgique. Ça sera confirmé. Pour l'instant, je ne veux pas en parler plus, mais ça sera confirmé. D'ailleurs, si on regarde le GFS Europe, on voit très bien ici les espèces de coups de bélier qui tentent d'arriver en direction de la France, qui sont ralentis par les hautes pressions en direction des basses latitudes, hein, notamment le sud-est des Açores, le continent africain, ici le Maroc, et d'autres dépressions qui sont en gestation en direction de l'Atlantique, mais qui ne parviennent pas encore à nous atteindre. Sans pour autant dire que c'est fiable, il semblerait en tout cas qu'on ait une petite période incertaine qui se présente à nous concernant la première quinzaine de mars. En est-il toujours que ça fait du bien parce qu'il va pleuvoir. Il va pleuvoir dans ce flux d'ouest qui va se rétablir progressivement, même flux de sud, dans les prochains jours. C'est pas, pour l'instant, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment d'étudier ce qui va se passer concernant les centres d'action avec la mort du vortex polaire. C'est savoir ce qui va se passer concrètement sur les centres d'action, leur comportement, leur déplacement. Et le jet, de savoir comment il va évoluer. Alors, il va commencer à se calmer lui aussi. Alors, je pense que progressivement, dans le courant du mois de mars et avril, le jet va commencer à perdre en intensité. Il sera toujours alimenté par la ceinture qui va persister autour de l'équateur, nord-équateur pour l'hémisphère nord, et donc on aura toujours possiblement des alimentations dépressionnaires avec un peu un jeu de yo-yo. Ça c'est classique au printemps, on a des jeux de yo-yo avec les premiers gros flux de sud, orageux, pluvieux, le retour des épisodes méditerranéens, ça aussi, il n'y en a pas eu des masses hein, là depuis l'automne, hein, des épisodes méditerranéens, ça n'a pas été... Non, ça n'a pas été la grosse folie hein, pour l'hiver 2022-2023, ça n'a pas été vraiment bien la catastrophe, il y a eu de grosses pluies, mais... Voilà, ça n'a pas été non plus vraiment catastrophique, il n'est pas tombé des milliers de millimètres, hein. D'ailleurs dans les Alpes-Maritimes c'est très très sec cette année, beaucoup trop sec. Bah voilà, écoutez, moi j'ai pas spécialement grand chose à vous dire, je vais pas m'intéresser vraiment à la synoptique de la semaine prochaine dans le détail, parce qu'à vrai dire, à part de la pluie et un peu de vent, bah il n'y a rien de mirobolant à vous annoncer, hein. Je veux dire, il n'y aura pas de tempête, il y a rien d'extraordinaire, ce sera à suivre après dans la première quinzaine et seconde quinzaine du mois de mars. Retour de la pluie, voilà, retenez ça, retour de la pluie, quelques coups de vent par-ci par-là, alors éventuellement une petite tempête, mais ça pour l'instant, vous voyez, c'est très très loin, on est déjà au week-end prochain, ça a le temps de changer, on verra d'ici là. On voit d'ailleurs, attendez, regardez ici, on voit d'ailleurs ici la zone de conflit entre l'air doux humide qui remonte ici de l'Atlantique et qui aspire une partie de l'air doux qui est présent sur l'anticyclone côté marocain. Et ici les flux de nord qui essayent de pousser leur air froid en direction du sud. Et là on a vraiment la ligne ici de délimitation sur toute cette zone qui marque véritablement la zone de conflit qui pourrait, comme je l'ai dit, on se voit très bien, se marquer entre l'extrême nord de la France, la Belgique, une partie de l'Allemagne, ici les Pays-Bas, et en direction des pays scandinaves. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble, sur les températures, on voit encore plus, et voilà, on voit très bien ici le conflit qui s'établit entre l'air doux qui veut remonter du sud-ouest et l'air frais, voire froid, qui tente une incursion par le nord-est. On va avoir véritablement une ligne à couper au couteau, hein, une ligne parfaite, coupée, parfaite. Hein, la ligne, elle va être nette, claire et nette, avec ici une démarcation qui va pas bouger pendant quelques jours, voire quasiment une partie de la semaine, avec l'air doux qui va plutôt circuler au sud, donc forte pluie, vent, flux océanique perturbé, voilà, et l'air froid qui va tenter de s'incruster, voilà, de temps en temps, vous voyez, il essaye de bourriner avec des petites incursions par le nord de l'Europe, et possiblement dans ces phases-là, avec ces petites incursions, vu qu'on aura toujours les pluies et l'humidité qui arriveront de l'ouest, peut-être des épisodes de neige, dans les cadrans nord des dépressions. C'est-à-dire que dans la partie sud où il fera doux, vous aurez de la pluie, mais au contact de l'air froid sur les cadrans nord des zones de pluie, vous aurez possiblement de la neige. Donc ça sera à surveiller quand même, hein. Mine de rien, c'est pas à négliger, il y a quand même un risque qu'il y ait de la neige dans certaines régions dans le courant du mois de mars.
Je rappelle quand même qu'on est encore en mars, hein, donc le printemps, il a beau avoir commencé, météorologique, il a beau avoir commencé depuis le premier, c'est pas pour autant qu'il va y avoir des fleurs partout et que vous allez pouvoir courir dans l'herbe sous 25 degrés. On n'y est pas encore, clairement on n'y est pas encore. Je vais juste jeter un oeil sur ce que... Bah, voilà. Voilà, regardez, GFS le modélise très bien, GFS le modélise très bien, vous avez la ligne de démarcation entre l'air froid qui arrive par le nord, l'air doux qui remonte par le sud, et sur la zone nord des précipitations, vous avez le conflit neigeux qui s'établit. Ça sera à surveiller quand même la semaine prochaine. Si vraiment ça se dégrade, éventuellement j'en reparlerai. Pour l'instant, il n'y a pas grande catastrophe qui est prévue. Au mieux, il y aura un peu de neige. Mais si les modèles commencent à nous sortir des trucs un peu plus méchants, peut-être que j'en reparlerai. Ça vaudrait, je pense, le coup. Franchement, ça vaudrait le coup. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises... Attendez, les températures, je regardais. Attendez, juste les précipitations pour voir. Voilà, et voilà, regardez. Voilà, on voit très bien ici les précipitations qui prennent un caractère neigeux, qui se transforment en neige sur leur partie nord au contact de l'air froid. Je voulais juste voir au niveau des températures, est-ce qu'on voit la ligne? Est-ce qu'on voit... voilà, regardez, on voit très bien l'air doux atlantique qui arrive, qui concerne toute la moitié centre et sud du pays, et l'air froid qui fait de la résistance ici, on voit très bien la ligne sur les régions du nord, la ligne qui est vraiment, je vous dis, parfaite, hein, vraiment la ligne, c'est net, hein, ça coupe quasiment ici tout le nord de la France, là ici nord de la Loire, ça coupe ici toute la zone avec l'air froid. Ça sera à suivre de près. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs que ça bloque une partie du flux, si je dis pas de bêtises. Ah, regardez, ça bloque une partie du flux. Hein. Ça bloque une partie des vents en altitude, ce qui fait que ça donne une incertitude sur le positionnement de la neige. Ah, c'est là que ça va devenir compliqué, c'est que comme les deux s'affrontent, vous avez des incertitudes qui persistent sur le positionnement exact des zones de neige, parce que vous avez à la fois le flux de nord froid qui bourrine, et vous avez le flux de sud-ouest, sud-ouest, plus doux et pluvieux, qui glisse dessous. Donc en fait, selon la force de l'un ou de l'autre, le conflit neigeux sera pas modélisé au même endroit dans les prochains jours. Ça se trouve, il va descendre plus au sud, ça se trouve, il va remonter plus au nord. Alors pour l'instant, il est stable, plutôt centré nord parisien, Normandie, Hauts-de-France, frontière des Ardennes, Belgique, évidemment, Pays-Bas et Allemagne. Ça sera à voir dans les prochains jours, peut-être que les modèles reverront ça plus bas, plus haut. En tout cas, il semblerait que pour l'instant, ça soit de plus en plus haut. Le flux océanique, humide et pluvieux commence à prendre le dessus sur les dernières modélisations. Donc il est probable que la neige finisse par disparaître, malheureusement, dans les prochaines actualisations. C'est pas sûr, mais c'est un scénario qu'il faut retenir. Il y aurait possibilité que, ici, vous voyez, voilà. Les systèmes dépressionnaires qui essayent de s'étendre, vous voyez, tel un bras qui nous tend la main, là, qui essaye d'accrocher la Bretagne, prennent l'avantage sur le flux de nord qui lui aussi essaye de nous tendre la main par les Hauts-de-France et par la Belgique. Donc on n'est pas à l'abri de finalement ne rien avoir dans le courant de la semaine prochaine et de se retrouver dans une synoptique pluvieuse et en fait un peu chiante dans un certain sens, même si je rappelle que la pluie on en a besoin et ça devient indispensable. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Ah putain, regardez. Regardez Icon, cette perfection. Alors Icon, pour l'instant, je sais pas comment vous le dire, mais je pense que je vais de plus en plus l'utiliser parce que, mine de rien, il est quand même bon. Il est quand même bon sur certains scénarios Icon, je vais pas vous le mentir. Je vais pas vous le mentir, il est quand même bon sur certains scénarios. Il est pas toujours voilà, exact, hein, des fois il voit dans l'abus, hein, c'est comme la tempête de Mistral du 26 février. Il a été un peu dans l'abus. C'est vrai que voilà, le 110 sur Valence c'était un peu trop. Quand Arome annonçait 85-90, j'ai eu 91 et lui il a annoncé 110. Donc ouais, certains paramètres de Icon sont pas franchement fiables. Il a tendance à en faire un peu trop. Mais globalement, j'ai remarqué que sur les centres d'action et leur comportement, il avait de bonnes anticipations. Il se débrouillait bien quand même. Mine de rien, il a une bonne fiabilité. Je dis pas qu'il est parfait, hein, mais j'ai remarqué quand même que Icon se débrouillait quand même pas mal. Il est plutôt bien sur certains scénarios, il arrive à bien s'en sortir. Il sort bien l'épingle du jeu. Donc c'est un modèle qu'il va falloir suivre concernant le printemps et l'été, et je pense notamment lors des dégradations orageuses. Ça vaudrait le coup, ça serait intéressant de savoir si vraiment il peut être fiable sur ces paramètres qui sont quand même très compliqués. Donc on voit très bien, je voulais vous le montrer là, on voit très bien ici. Et il le modélise bien. La démarcation, regardez, claire et nette. Alors attendez, ça bug. Oula. Là, la démarcation claire et nette, ici, regardez, entre le flux océanique pluvieux, venteux, qui circule sur une partie de la France, et le petit bout ici, froid et continental,
qui essaye de s'incruster par le nord de l'Europe. Et là, on voit très bien ici, carrément, une inversion complète et totale des vents. Vraiment, regardez, là, vous avez du est-nord-est, ouest-sud-ouest. Vous avez littéralement exactement l'inverse à quelques centaines, même pas, une cinquantaine de kilomètres de distance. C'est un truc de dingue. Et entre les deux, vous me direz, bah, y a la neige, hein. Y a la neige, regardez. Ah merde, mais il modélise pas, lui, la neige, c'est chiant. Il modélise pas la neige, en fait, sur ses prévisions. Tu la vois là. Et voilà, on voit ici le conflit neigeux. Alors, conflit neigeux qui sera à revoir. Vous voyez, lui, il voit pas grand-chose. Il y en a d'autres qui voient plus. Et GFS, il propose beaucoup plus. Mais en tout cas, dans la zone tampon, il pourrait y avoir de la neige qui pourrait se présenter sur les Hauts-de-France et la Belgique. Bon, moi, personnellement, j'ai pas plus à vous dire. Attendez, je vais aller sur, voilà, sur Windy. Juste pour vous montrer. Nouvelle neige. Parce que ECM, voilà, regardez, ECM, il le voit très bien, CEP. Le conflit neigeux, voilà, ici, entre la Normandie et les Ardennes. Ouais, les Ardennes, pas trop la Belgique, lui, plutôt sud-Belgique, Luxembourg, sud et est Belgique, et ensuite, voilà, on voit très bien la ligne, ici, qui se démarque jusque sur l'Allemagne, et possiblement de la neige sur les reliefs. Alors là, il y a tellement de neige que ça affiche, ouais, c'est carrément hors de la limite. Ah, ça a bugué. Ah, voilà. Et carrément, oui, 1m30, 1m50, 1m60 de neige, 1m70 de neige. Ouais, donc c'est carrément hors de mon échelle. Donc, oula, 1m80, oula, presque 2 mètres de neige. Ah oui, d'accord. Ouais, si tu veux, 2 mètres de neige. C'est pas plus mal, hein, mais après, c'est vraiment en altitude, donc ça vaut pas spécialement le coup pour les stations de moyenne montagne qui souffrent déjà du manque de neige pour cet hiver. Mais on voit ici le conflit neigeux. D'ailleurs, il me semble que sur les rafales de vent, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il le voit aussi. Mardi. Voilà, et alors regardez. On voit bien le vent qui glisse, l'air doux et humide, qui glisse sous l'air froid ici, qui arrive par le nord-est. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, encore une fois, on voit voilà ici le conflit neigeux. Voilà, le conflit neigeux. Regardez, voilà, regardez le conflix. C'est un conflix. Conflix neigeux qui va se dérouler normalement sur la partie nord des précipitations entre le nord-est et la Belgique, avec ici les pluies qui alimentent la zone par l'ouest et le sud-ouest via l'humidité, et la zone de neige qui se crée normalement au contact de l'air froid qui est présent ici sur l'Europe du Nord. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, voilà, on voit très bien ici, il fait moins 3 degrés, et là il fait 10 degrés, c'est sidérant. Regardez, là il fait 10, là il fait moins 3. Ah, on voit bien le conflit là pour le coup, hein. Attendez, il n'y a pas les températures? Si, regardez. Si, regardez, ah bah regardez, on voit très bien. Pouf, 12 degrés, là c'est l'été, pouf, 0. Là il fait froid, là il fait très froid, là il fait moins 4, là il fait moins 6, super, on va tous mourir. Bon après c'est ECM, il a tendance à des fois en faire un peu trop, mais on voit très bien ici, voilà, la zone de conflit qui va s'établir pendant une petite période, après bien évidemment, bah voilà. Le flux océanique va finir par s'imposer, alors plus ou moins bien, mais en tout cas le flux océanique va bien évidemment à un moment finir par s'imposer. Et il me semble que GFS a même modélisé, alors attendez, on va retourner juste là, il me semble que GFS a même modélisé pour le milieu du mois de mars un flux de sud chaud, mais vraiment chaud. Il me semble qu'il a déjà modélisé des 25 degrés là. Déjà l'autre jour, il me semble que j'ai vu des 25 degrés sur GFS. 18, 20, 22. Voilà. Ah, ça commence à chauffer là sur GFS, ça y est. 20, 23. Oh, oh bah, oh là, oh là. Ah bah ça y est, regardez, GFS s'y met. Les premiers coups de chaud. Les premiers coups de chaud de GFS. Oh my god. Oh là. Ah oui, oh là, du 26 de... 27. Oh putain. Ah ouais, carrément. Ça c'est quand? Le 16 mars. Ah, très bien, oui, bien sûr, des températures dignes d'un mois de juin, mais pourquoi pas? Ouais, bien sûr, 27 degrés dans le sud-ouest, 16 mars. Oui, j'ai envie de te dire GFS, oui, ça fait normal, voilà, c'est le premier coup de chaud de l'année, super, on est qu'en mars, il propose déjà 27 degrés dans le sud-ouest, en sachant que les canicules commencent à partir de juin, qui fait parfois 45 degrés, je pense que là on peut viser les 50 pour cette année, ah ça va le faire, allez, un petit 50 degrés pour le sud-ouest cette année, ça ira bien. Tout ira très bien, je vous l'assure, avec, logiquement un flux de sud-ouest, Ah bah, un flux de sud, ouais, tempête de sud carrément. Un terrible vent de sud, ah mon dieu, mon terrible vent de sud, vendredi 17 mars. Oh là là, mon terrible vent de sud qui va revenir, c'est catastrophe.
Le terrible vent de sud qui va nous faire du bordel. Ah, et à partir par contre... Oh, intéressant. À partir du 20 mars... Oh, à partir du 20 mars, je tiens à vous préciser que je serai à Carreau. Carreau, c'est une commune à Martigues, mais vraiment Martigues plage, vraiment sur le bord de mer, sur le port, à quelques kilomètres de la station météo de Cap Couronne. Voilà. Et je vois déjà qu'il annonce du Mistral. Oh, c'est intéressant ça. Intéressant, tiens, une petite tempête. Oh, une petite tempête de Mistral, tiens. Oh là oui, une petite tempête de Mistral. Allez, allez, propose-moi une petite tempête de Mistral. J'avais complètement oublié, je suis en train d'y penser, mais ça serait pas mal qu'il y ait une dépression qui se creuse en Méditerranée quand j'ai une petite tempête de Mistral, tiens, quand j'y serai dans les Bouches-du-Rhône. Oh, oh, pour s'amuser un peu, tiens, ça serait bien. Ah, ça serait cool. Pour le coup, ça serait amusant, tiens, d'avoir une petite tempête de Mistral. Ah, mais je vais surveiller tout ça. Et ben voilà les amis, écoutez, c'était l'épisode numéro 21, je voulais surtout parler de ce qui va se passer concernant notre cher Vortex polaire qui va rentrer, comme je l'ai dit, dans son hibernation estivale. Voilà, il va s'endormir, il va aller se coucher pour plusieurs mois jusqu'à l'automne et le début de l'hiver prochain. Avec une période à nouveau de calme qui va revenir progressivement. Alors c'est pas pour autant que tout va disparaître d'un coup, je le rappelle. Le printemps et la fin de l'hiver, le printemps et jusqu'au début de l'été, on a encore de très grosses fluctuations du fait que le vortex polaire étant affaibli, les dépressions et le jet stream vont avoir tendance à partir un peu dans tous les sens, donc on va avoir de grosses variations de température, de flux, de vent, de tout ce que vous voulez. Et bien souvent, dans cette période-là, on commence à entrevoir les premières dégradations orageuses. Alors, avant de terminer ce point météo, j'aimerais aller faire un tour sur un site dont je n'ai pas parlé officiellement en vidéo parce que je n'ai pas eu le temps, mais que je vous avais mis en post communauté. Il s'agit de Météo Futur. Voilà, Météo Futur, qui est donc le fameux site de prévision météo avec lequel où je travaille, voilà, avec lequel je travaille. Je fais partie de l'équipe Météo Futur. J'ai été embauché par son créateur, voilà, par son directeur, avec lequel on discute depuis des années sur un groupe Messenger. Donc l'équipe a été soigneusement sélectionnée après des années d'échanges entre passionnés. Et donc voilà, ça donne ceci pour ceux qui avaient vu sur le post communauté. Vous avez les prévisions par région, avec ici moi. Voilà, alors je peux pas zoomer, si. Voilà. Vous avez ici ma partie, donc la partie sud-est, ici une partie du Jura entre la Haute-Saône, le Jura, l'Ain, le Rhône, l'Isère, les Savoies, donc toute la chaîne des Alpes. 80%, voire même presque 85% du bassin méditerranéen entre l'Hérault, le Gard, les Cévennes, très important, et la zone de Côte d'Azur, PACA Côte d'Azur et la Corse, bien évidemment. Donc ça se présente comme ça, vous avez le matin, vous avez l'après-midi avec le texte, et voilà, vous avez ici la date, la fiabilité, J+1, J+7. Donc ça, c'est mis à jour tous les soirs, après mon boulot. Quand je suis du matin, que je finis à 12h45, j'essaye d'y mettre à jour vers 18h. Je fais les cartes vers 17h et j'y publie vers 18h. Quand je finis vers 21h les semaines d'après-midi, je finis à 20h30, ça sera publié pas avant 22h. Au mieux, c'est 22h les publications. Après, il arrivera parfois que j'aurai des indisponibilités, mais ça sera en fonction de mes occupations. Par exemple, quand je vais partir dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, la semaine du 20 mars, j'essaierai de m'arranger pour publier les cartes depuis mon ordinateur portable. J'essaierai de quand même maintenir l'activité parce que c'est quand même important s'il se passe quelque chose. Donc ça donne ça, vous avez le sud-est, le centre, le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest, le centre-ouest, nord et Belgique. Et petite nouveauté, vous avez l'éphéméride, ça qui a été rajouté d'ailleurs hier ou avant-hier, je sais même plus. Avec ici la vigilance météorologique interdépartementale. Attention, j'insiste, interdépartementale, chose que Météo France n'a pas encore mis en place, je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais vous avez ici du coup les vigilances interdépartementales par région, pareil c'est découpé, donc moi je gère toute cette zone-là. Je mets à jour pareil tous les soirs en même temps que le bulletin. Alors là, vous voyez, après, selon la disponibilité de chacun, c'est pas mis forcément à jour, voilà, en temps et en heure. Alors c'est pas dramatique, hein, dans le sens où vous doutez bien que la vigilance jaune-neige, voilà, on voit bien la date, c'est terminé. Mais selon les disponibilités, ça sera parfois pas forcément toujours à jour, notamment quand les phénomènes sont terminés. En tout cas, moi, j'essaye le plus possible de maintenir à jour chaque jour, vraiment au jour le jour. Donc par exemple, s'il se passe rien pendant plusieurs jours, je vais définir une date un peu plus longue. Par exemple, là, du vendredi 3 au dimanche 5, je sais qu'il va rien se passer, donc je mets pas de mise à jour tous les soirs. Je laisse comme ça jusqu'au dimanche et après j'avise. Donc vous voyez ici, vous avez tous les secteurs, voilà, vous avez Vigicru aussi, vous avez seuil des risques météo futurs. Et la page ici de prévision des orages. Alors ça date de quand déjà? Je sais même plus. Le 23... Ah le 23 février, voilà. Je dis 23 février. La date elle est en face de moi, c'est marqué en gros là, mais bon, je cherche la date.
Donc voilà, 23 février, donc ça c'est la prévision des orages, donc ça sera organisé pareil en fonction des prévisions, de la localisation des orages, on sera affecté ou pas à faire les cartes, c'est-à-dire par exemple s'il y a un gros risque dans le sud-est, c'est moi qui m'occuperai de faire la carte avec concertation de l'équipe, si c'est le nord, si c'est le centre, voilà. Selon l'étendue du risque orageux et l'intensité, il y aura une personne qui sera en charge de faire le risque orageux en concertation avec l'équipe. Ça va s'organiser comme ça. Avec, on retrouve un peu les mêmes principes que Kéronos avec des niveaux, voilà, les grêles, les machins. Ici, on a le suivi des risques orageux de la carte de Kéronos. Oh, il y a eu un impact là. MDR. Et du coup, voilà, on retrouve ici les différentes pages, voilà, avec les actualités de Kéronos. Et si je dis pas de bêtises, belge orage ici. L'Europe a connu de nombreux orages gréligènes en 2022. Et si je dis pas de bêtises, tornado, allez. Ah putain, là en bas. Estofex. Oh putain, je vais y arriver. Voilà, vous avez tout ça, et puis ça donnera ça. Alors, il n'a pas encore mis, le propriétaire n'a pas encore mis à jour, mais il devrait faire revenir d'ici pas longtemps, normalement, l'onglet communauté météo, qui est l'onglet de présentation des acteurs du site. Donc tous ceux qui gèrent, ceux qui font les actualités, ceux qui font les mises à jour, les publications, les prévisions. Donc là, vous avez déjà les différentes chaînes. Ici en bas, les partenaires du site, donc via YouTube. Donc, bah, je suis là. Et vous allez avoir, alors j'espère qu'il le remettra quand tout le monde aura fait sa biographie, hein, il en manquait 2 ou 3 je crois de biographie. Vous aurez un onglet biographie dans lequel on aura, vous aurez la tête des gens avec leur petite biographie, un petit résumé justement des personnes, des différents acteurs du site. Donc vous avez ici voilà les actualités météo pour finir, qui a été rédigé par le propriétaire Benoît. Qui concernait du coup le retour avec la tempête Zacharia là que je l'ai filmé à Valence, donc ça parlait voilà de la neige qui est tombée dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc voilà Nicolas qui fait partie justement des prévisionnistes, qui en plus travaille pour Météo France Sud-Ouest, donc il a de très bonnes connaissances dans le domaine. Il est vraiment d'une grande aide. Et puis voilà vous avez ici, alors ça c'est des bugs, hein. Ça c'est l'affichage, normalement il est censé être tout en bas. C'est juste que l'article est tellement immense en fait que ça rentre pas dans le format de son site, du coup ça déborde. Donc voilà, on peut mettre des gifs, on peut mettre des vidéos, on peut mettre, voilà, on peut tout mettre. Alors ça demande du temps, donc moi pour l'instant j'ai pas eu le temps de faire un article sur ce qui s'est passé sur le sud-est de la France, notamment la dépression Zacharia qui a donné les vents violents de dimanche dernier, hein, avec des rafales de vent à 150 km/h sur les hauteurs de l'Ardèche, hein, à 789 mètres là sur la Croix-Millet. Donc ouais. Et la Médicane hein, qui s'est creusée, pour ceux qui ont suivi, le Médicane Juliette qui a touché la Corse, là sud Sardaigne, qui est remonté par l'est de la Corse l'autre jour. Beau petit Médicane. Et donc voilà, ça donnait ça avec les fameux vents violents qui étaient prévus. Hein, voilà, et Yann Platon vous fera l'évolution rubrique vigilance. Ouais, donc voilà, ça j'ai fait suivre, j'avais mis une vigilance, j'avais averti, les vents diaboliques vont tous vous tuer, vous allez tous mourir. Non, il faut du sérieux dans ce genre de site. Il faut être sérieux, il faut faire les choses avec sérieux, pas trop être extravagant et garder quelque chose de semi-professionnel. On travaille pas pour Météo France, hein, ça faut pas l'oublier. Même si on a une personne compétente qui bosse en lien avec Météo France, avec les trucs de risque naturel de sa région et tout un tas d'autres machins, il gère tellement de trucs, je sais même pas où il en est. Donc ouais, faut pas trop s'égarer et rester assez sérieux. Hein. On est des amateurs, mais on est des amateurs, on sait de quoi on parle mine de rien. On a l'expérience du terrain, on n'a pas encore toutes les connaissances, mais mine de rien, on a pas mal d'expérience du terrain, on a beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses personnelles, via les modèles, via les constatations en temps réel, notamment grâce à BT au ciel. Donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous positionner en tant que prévisionniste amateur fiable sur le marché des prévisions météo. Voilà, Frey, il y aura une évolution. Pour l'instant, le site est revenu que depuis quelques temps, depuis là, février, il est revenu, hein, il a été mis à jour. C'était le grand retour, donc après... à voir, il y aura sûrement une évolution du site, il y aura sûrement une évolution, il y aura plein d'autres choses qui vont être faites. Je pense que le site a vraiment un bel avenir. Je pense que le site a vraiment un avenir qui est serein. Juste stabiliser l'organisation, parce que c'est vrai qu'on a eu du mal pour l'organisation au début. Alors moi pour l'instant, c'est pas un problème, j'arrive très bien à m'organiser pour faire mes bulletins, pour faire mes vigilances, pour faire mes cartes à temps. C'est pas un souci, mais il y en a encore, ça coince un peu avec leur vie personnelle qui est bien remplie. Donc à voir, franchement à voir. Après il essaye de recruter des gens, il essaye de voir si ça vaut le coup, il les forme un petit peu, hein, si je puis dire, pour essayer de couvrir un petit peu quand certains ne seront pas là. Donc voilà, ça donne ça, le site Météo Futur pour lequel je travaille. Alors je ne vous dévoilerai pas les secrets de fabrication, voilà, qui sont secrets défense. Hein, voilà, on a
logiciel, on a des pictogrammes, on a des choses qui nous ont été fournies par le propriétaire Benoît, qui détient lui seul, qui est propriétaire seul de ces pictogrammes et des cartes. Hein. Pareil, les cartes, c'est lui qui les a faites, c'est lui qui nous les a fournies. Voilà, tout est fait par cette personne, donc je vous assure, c'est un travail colossal, vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer le travail que c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, le travail que c'est de créer un site, de le gérer, de faire venir une dizaine de personnes pour le gérer, pour mettre à jour l'organisation du temps, des publications, des prévisions, de la mise en forme, c'est colossal, vraiment c'est colossal. Donc voilou, ça donne ça. Bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas, surtout à venir sur le site. Hein, surtout n'hésitez pas à venir sur le site. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode numéro 21. Et puis on se retrouvera dans le courant. Ouais, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais dans le courant de la fin de la semaine prochaine pour éventuellement l'épisode 22, si jamais la situation venait à changer. Et puis d'ici là, on verra bien. En tout cas, la pluie va revenir, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et si éventuellement il y a un risque de tempête, ce qui pour l'instant n'est pas très probable, même si certains signaux penchent envers un petit risque d'agitation venteuse, je vais pas trop m'avancer là-dessus, on va surveiller la neige et puis voilà. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 21, je vous dis à tous un bon week-end et puis une bonne semaine prochaine et puis à bientôt. Allez, ciao tout le monde!